Bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui s'intéresse au business du Web 3.0 et qui explique comment se faire de l'argent avec les nouvelles technologies. Alors les amis, pour l'actualité du jour, je dois vous avouer, il y a toujours quelque chose d'intéressant, comme d'habitude d'ailleurs, et après le générique, on commence. Alors, les amis, on va commencer par une analyse de la situation du marché, particulièrement du côté de Bitcoin et bien évidemment de l'Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie du marché des crypto-monnaies. Et du côté de Bitcoin, ce qu'on remarque, c'est que Bitcoin a chuté pour la cinquième journée consécutive alors que les marchés se préparaient à la publication du mois dernier de l'indice des prix à la consommation des États-Unis. En plus de ça, le BTC avec sa parité au dollar a chuté à un plus bas de 26 561,10 centimes de dollars plus tôt dans la journée, ce qui vient moins de 24 heures après la négociation à un maximum de 27 258,45 centimes de dollars. Et la vente de jeudi a permis à la plus grande crypto-monnaie du monde de rester près de son point le plus bas depuis la fin du mois de septembre. Et quand vous regardez ceci, je vous assure, ça donne à penser à un mauvais présage pour le secteur de Bitcoin. Parce que, en tout cas, vous comprendrez par la suite. Écoutez juste jusqu'à la fin et vous verrez. En fait, en regardant le graphique que je viens de présenter, le mouvement a poussé l'indice de force relative, notamment le RSI, à un point de support au niveau des 44. Et la force des prix a depuis légèrement rebondi. La force des prix a depuis légèrement rebondi et au moment de la publication de cette vidéo, elle est repassée au niveau de 45,28 pour le RSI. Et ce plancher peut servir de tampon avant le rapport de l'inflation ou encore le rapport sur l'inflation du côté des États-Unis d'Amérique, ce qui pourrait alors déclencher une augmentation de la volatilité à la hausse comme à la baisse en fonction vraiment de ce qui pourrait advenir. Et du côté d'Ethereum, ce qu'on constate, c'est une tendance qui n'est pas pour le moins différente de celle qu'on voit sur Bitcoin parce que Ethereum a également connu une chute des prix et la crypto-monnaie est en train de tomber à des niveaux de plus en plus bas par rapport à plusieurs semaines antérieures. Et à son propos, après un sommet de 1576,40 centimes mercredi, ETH parité au dollar est tombé à un fond de 1538,26 centimes de dollars plus tôt dans la semaine. En conséquence, Ethereum est maintenant tombé à son point le plus faible depuis le 11 septembre, comme vous pouvez le voir sur le graphique, lorsque le prix s'est échangé en dessous du point de support de 1540 centimes. Et la tendance à la baisse fait suite à un récent croisement à la moyenne mobile de 10 jours rouge et à son homologue de 25 jours bleu. Comme vous le voyez sur le graphique, les deux petits traits bleus les deux petits traits, l'un bleu et l'autre rouge là-dessus. Et en raison donc de cet élan baissier, le RSI est tombé à une lecture actuelle de 36,88, ce qui suggère que le volume ou encore que les volumes sont légèrement survendus. Et pour la suite, possiblement anticipateur pour les achats à la baisse. Donc cela pourrait inciter beaucoup plus les taureaux à envisager d'acheter à la baisse selon le rapport d'inflation d'aujourd'hui. Et la prévision du Bitcoin nous fait donc voir quelque chose. C'est quoi? C'est que la dernière semaine de résilience de l'action ou encore du Bitcoin a apparemment été effacée entre cette semaine ou encore durant cette semaine. Et le prix étant tombé en dessous du support des 27 000, qu'est-ce qu'on constate? On constate que alors que le nombre on appelle ça comment?
le fear and greed, le fear and greed ou encore l'indicateur de l'état des émotions ou de la psychologie du marché, alors que le nombre psychologique arrondi est important en soi. Le BTC USD a maintenant poussé sous le fond nuage Ishimoku ou encore sur le fond du nuage Ishimoku sur la période hebdomadaire. Et selon les performances historiques, après être tombé du cloud, la crypto-monnaie supérieure par capitalisation boursière a continué à chuter nettement à hauteur de 50% par le passé. Et le cloud Ishimoku agit comme un support et une résistance dynamique et se développe et se contracte avec la volatilité autour de Bitcoin ou même autour d'Ethereum. Du coup, la perte de ce niveau de soutien dans le passé a eu des conséquences, mais alors dangereuses, au point où on était allé chercher les plus bas. Mais vraiment, quand je dis les plus bas, prenez ça vraiment à cœur. C'était vraiment les plus bas. Et en mars 2020, la chute du cloud sur la même période hebdomadaire a entraîné un crash de 50% au cours des 2 semaines qui ont suivi au début du Covid du côté des États-Unis. Plus tard, en mai 2022, l'effondrement de Luna a fait perdre au Bitcoin le cloud hebdomadaire d'Ishimoku également. On a observé la même tendance. Il a fallu plus de 20 semaines plus tard pour atteindre un fond et une baisse complète de 55. Baisse complète de 55. Du coup, vous voyez qu'on pourrait vivre la même situation présentement si on n'est pas alerté. Et un autre crash de 55% de Bitcoin USD porterait donc le prix de la pièce à environ 12 000 $. Plus important encore, il serait désastreux pour les altcoins qui restent en baisse de 90% ou plus par rapport au sommet historique du dernier bull run. Et donc, pour les actifs comme Solana, Polkadot, etc., on pourrait les connaître à des plus bas de moitié, en tout cas à des prix moitié par rapport à ce qu'on a actuellement. Et la différence majeure entre maintenant et les 2 dernières fois du nuage perdu est que, contrairement aux 2 cas précédents, on observe quelque chose. On observe que il y a une croisée haussière. Il y a une croisée haussière pour la tendance actuelle, contrairement à la tendance ancienne qui était beaucoup plus marquée par une croissance, un croisement baissier et un croisement haussier pour la tendance actuelle, contrairement à la dernière fois. Donc, si pour une raison quelconque, Bitcoin parvient à tenir dans le bas du nuage de Ishimoku, il pourrait ensuite cibler le haut du nuage à environ 42 000 par pièce. Si cela ne fonctionne pas, oula. Et les graphiques sont donc apparus initialement pour pouvoir vous permettre de lire également comme vous pouvez le constater sur le dernier graphique. Et pour la deuxième actualité, elle porte sur la situation du Salvador, l'État qui a adopté le Bitcoin comme étant une monnaie adoptable sur le territoire national. Et Salvador est devenu donc quelque part un pionnier dans le minage vert de Bitcoin grâce à une alliance stratégique entre Volcano Energy et Luxor Technology. Et cette alliance a créé Lavapool, un pôle minier local de Bitcoin. Et le Salvador est devenu l'un des pays les plus soucieux de l'environnement en matière de minage de Bitcoin et a même construit une installation de minage de Bitcoin à Metapan qui utilise 241 MW d'énergie renouvelable. Et c'est une initiative particulièrement intéressante pour l'évolution de Bitcoin. Et Lavapool est un game changer pour le Salvador et marque même un tournant décisif dans la volonté du pays d'exploiter le potentiel des énergies renouvelables pour le minage de la crypto-monnaie. Et il n'y a pas que Bitcoin qui est minable, il y a bien d'autres actifs. En outre, Volcano Energy, c'est également un secteur qui s'est engagé à verser au gouvernement salvadorien 23% des recettes liées aux opérations de minage de Bitcoin qui seront réinvesties dans des projets stratégiques sur le territoire. Et moi, je trouve ça assez malin pour le président de Salvador, Nayib Bukele.
Et du côté de la Russie, il y a une actualité qui est en lien avec quelque chose que je n'apprécie pas beaucoup, mais bon, qui semble être un point d'honneur pour les gouvernements. Parce que la Banque centrale de Russie a pour projet de lancer le rouble numérique en 2025, ce qui représente une véritable révolution pour le pays en ce moment. Et ils ne sont pas les seuls. Encore que cette démarche illustre une volonté claire de modernité et d'indépendance vis-à-vis des systèmes financiers occidentaux. La Russie souhaite même quelque part elle souhaite quelque part interconnecter sa monnaie numérique avec des systèmes de paiement d'alliés stratégiques tels que la Chine, l'Inde, les Émirats arabes unis et peut-être d'autres pays qu'on retrouve dans le réseau des BRICS, bien évidemment. Et le Kremlin a également ouvert la porte aux banques étrangères pour accéder au rouble numérique via des comptes spécifiques selon un dépôt réglementaire. Toutefois, chaque transaction sera minutieusement scrutée par le système CBDC pour garantir la sécurité des transactions, réduisant bien évidemment les risques de fraude, de détournement et bien d'autres. Ça, c'est le côté positif des actifs numériques. Bon, quand je parle d'actifs numériques ici, je reviens précisément sur le cas des CBDC. C'est le côté intéressant ici, mais l'autre côté qui n'est pas intéressant, c'est si jamais ces actifs-là deviennent objet de contrôle c'est-à-dire objet de pression sur les masses. Voilà, objet de pression sur les masses, c'est-à-dire quand il vient enfreindre un certain niveau de liberté. C'est ce qui a déjà fait un bon nombre de débats du côté des États-Unis d'Amérique. Et en embrassant donc les avantages intrinsèques de la crypto-monnaie tels que la rapidité de transaction et la faiblesse des coûts associés, quand vous regardez bien, la Russie se positionne à la pointe de l'innovation financière avec ce projet-là. Et la Russie garde également un œil attentif sur la crypto, notamment le Bitcoin, qui pourrait être mis à profit dans sa stratégie pour renforcer son indépendance financière vis-à-vis des États poisons comme les États-Unis d'Amérique. Donc, la Russie est en bonne voie pour devenir un acteur majeur dans le monde financier en pleine mutation. Et n'oublions pas le cas de l'Inde qui est même un incitateur depuis bon moment pour l'adoption et l'établissement d'un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Alors, pour la prochaine actualité, c'est quoi? C'est que vous serez surpris, rassurez-vous, vous serez surpris parce que après avoir atteint les $100, le Litecoin a connu une correction importante, chutant à $60 carrément, $60. Et du coup, je me pose la question pour le prochain bull, qu'est-ce que le Litecoin peut bien nous réserver pour une tendance ou un mouvement haussier? Son halving était récemment. Qu'est-ce que le Litecoin peut bien nous réserver à ce moment-là? Et donc, le cours du Litecoin est actuellement stabilisé autour de ces niveaux de $60 et les moyennes mobiles sont autour de 50 et 2 les moyennes mobiles 50 et 200 jours sont orientées à la baisse, ce qui encourage l'hypothèse d'un retournement baissier sur l'actif. Et les oscillateurs démontrent également un momentum baissier toujours par rapport au Litecoin. Toutefois, on peut observer une petite épaule, tête-épaule inversée, oui, tête-épaule inversée, oui, figure encourageante pour un mouvement haussier d'ici les jours qui pourraient suivre. Parce que ça, c'est un indicateur également, la figure tête-épaule. À l'inverse, bon, quand on regarde du côté du haut ou quand on regarde du côté du bas, c'est un indicateur qu'il faut prendre en compte pour pouvoir anticiper sur une possibilité de mouvement haussier ou une possibilité de mouvement baissier. Donc, toutefois, on peut l'observer sur le graphique du Litecoin, donc une tendance haussière qui pourrait s'envisager d'ici peu. Et les diversités du Litecoin ont également connu des liquidations de positions longues et une baisse significative de l'open interest, reflétant une période de volatilité et d'incertitude sur le Litecoin. Et si le cours du Litecoin repasse au-dessus de 70 $, on pourrait anticiper
Qu'est-ce qu'on pourra anticiper? On pourra anticiper une continuation haussière jusqu'aux 80%. Et ça, ce sera d'une rentabilité, mais alors plutôt intéressante. Et la prochaine résistance à prendre en compte, si le mouvement haussier se poursuit, le seuil des serait le seuil des 90 voire 100% de bénéfices sur le mouvement haussier. Et si le cours du Litecoin ne parvient pas à tenir au-dessus des $60, on pourrait envisager un retour aux 50%. Et le prochain support à prendre donc en compte si le mouvement haussier se poursuit serait autour des 45 voire 40% en tout cas. Donc ne soyons pas trop gourmands. Oui, 45-40%. Et il est important de bien observer la réaction du prix sur les différents niveaux identifiables et pour confirmer pour confirmer ou non les différentes hypothèses effectuées ou alors que je viens d'effectuer. Et toutefois, il ne faut pas oublier que ces scénarios sont basés uniquement sur une analyse technique et que le cours des crypto-monnaies peut évoluer plus ou moins vite selon d'autres facteurs plus fondamentaux. Je peux vous prendre le cas de Bitcoin qui est en train de vouloir recevoir de la part d'un autre génie l'intégration du VM sur son réseau, donc ce qu'on retrouve sur Ethereum Virtual Machine, l'extension VM qui va permettre d'intégrer beaucoup d'autres applications sur le réseau Bitcoin. Et si cela arrive, rassurez-vous, ça va être encore une autre dinguerie en termes de révolution. Bitcoin sera désormais donc un frais utilisé comme frais de gaz sur tout un réseau. Donc on ne pourra que construire autour de Bitcoin dans le futur uniquement. Les autres protocoles, on ne sait pas ce qu'ils apporteront, mais en tout cas. Pour l'actualité suivante, qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on a, c'est que le rapport de Rive est basé sur les données d'opérateurs de nœuds représentant 52% de la capacité publique de LN. Les nœuds ont facilité au minimum 6,6 millions de transactions pour le seul mois d'août 2023, ce qui représente une augmentation d'environ 1212% par rapport à août 2021. Le chiffre exact pourra être un multiple de ce nombre si les données sur les transactions directes est privées les données sur les transactions directes et privées étaient disponibles à ce moment-là. En outre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équivalent de 78 millions de dollars ont été acheminés publiquement grâce aux 5000 bitcoins qui se trouvent sur le LN, soit 7 fois plus d'argent que la capacité de 5000 bitcoins du réseau LN. Et l'écosystème du LN compte au minimum 173 entreprises et plus de 530 millions de dollars ont été levés par 39 de ces entreprises entre 2018 et 2022. Entre 2018 et 2022. Donc, du coup, le principal cas d'utilisation qui stimule la croissance des transactions LN est le jeu en ligne et les pourboires sur les réseaux sociaux. Pour l'actualité suivante, l'approbation des ETF sur le Bitcoin par le gestionnaire d'actifs comme BlackRock pourrait fondamentalement transformer l'écosystème autour de la principale crypto-monnaie du marché. Et ça, notez-le, sur la principale crypto-monnaie du marché. Pourquoi? Parce que bien que cela puisse être positif pour l'adoption de la crypto-monnaie comme Bitcoin, de la crypto-monnaie phare, la crypto-monnaie mère du marché, c'est-à-dire Bitcoin et ses prédécesseurs, cela soulève également des interrogations quant à l'impact sur les caractéristiques qui font essentiellement la pertinence du Bitcoin et des crypto-monnaies telles que la confidentialité, l'immuabilité, la résistance à la censure et la décentralisation. Et il faut bien noter ceci parce que la SEC a reporté sa décision concernant de nombreuses demandes d'ETH Bitcoin au comptant, dont celle de BlackRock, et devrait se prononcer sur plusieurs de ces demandes d'ici le début de l'année prochaine.
Et qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous donner à ce niveau-là? Pour ma part, ce que je pense, c'est que forcément, elle finira par baisser le verrou à l'endroit de l'acceptation des ETF Bitcoin Spot au comptant, pour pouvoir donner la possibilité à ces structures-là de mettre en avant ce produit-ci. Encore que la SEC n'est qu'un perturbateur manipulé depuis les grosses têtes comme BlackRock et d'autres institutions financières qui pèsent beaucoup sur le marché. Et l'issue de cette décision pourrait donc influencer de manière significative l'avenir du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies au sens bien large, au sens bien large. Et pour l'actualité suivante, l'économiste Peter Schiff a comparé l'attaque contre Israël au 11 septembre, l'attaque contre Israël du 11 septembre, la qualifiant de début d'une mauvaise situation, ce qui peut être répercuté aussi sur les marchés financiers et même les marchés des actifs numériques. Et quand il a qualifié ainsi, qu'est-ce que nous en retient? On retient qu'il a souligné plusieurs facteurs qui affaibliront l'économie américaine, qu'il a décrit comme déjà structurellement faible. C'est que les BRICS, quand vous regardez très bien, quand vous écoutez un peu, quand vous écoutez ma chaîne, parce que sur ma chaîne, je fais vraiment association économie, développement, technologie, IA, métavers et surtout business du Web 3.0, Web 3.0 et blockchain, surtout ces trois-là. Et on ne peut pas parler de ces trois sans faire allusion à la situation géopolitique, économique, etc. Donc, la situation économique des États-Unis d'Amérique se retrouve d'abord structurellement affaiblie en ce moment-ci. Et l'économiste a souligné que les États-Unis ne peuvent même pas se permettre la paix en ce moment parce que cela ne peut certainement pas être favorable pour la suite des choses. Et c'est un avertissement que les politiques de la Fed pourraient bien évidemment intégrer au mouvement de l'inflation ou bien à la gestion de l'inflation du côté de l'Amérique et au niveau, en ce qui concerne également la gestion de la crise de leur côté. Pour l'actualité suivante, la crainte d'Arthur Hayes, je veux dire, quant à l'influence de BlackRock sur les cryptos est une préoccupation partagée au sein de la communauté crypto, parmi lesquelles moi, bien évidemment, parce que l'approbation d'un ETF Bitcoin sur le Bitcoin, d'un ETF sur le Bitcoin par un gestionnaire d'actifs comme BlackRock pourrait fondamentalement transformer l'écosystème autour de la principale crypto du marché. Lui, il est là pour spéculer sur l'actif. Or, nous sommes là pour faire en sorte que la technologie de l'actif et bien évidemment les gains autour soient respectés à juste titre, non pas juste pour spéculer autour de l'actif. Et donc, si lui, il intervient là avec la taille qu'il représente, ça pourrait créer vraiment un problème et transformer l'écosystème autour de la crypto. J'espère que les révolutions qui arrivent autour de Bitcoin pourront être implémentées et modifier beaucoup de choses. Et bien que cela puisse donc être positif pour l'adoption de la crypto-monnaie phare, parce que dit que, je vous rappelle, BlackRock pèse plus de 10 trillions, il a plus de 10 trillions de dollars d'actifs sous gestion et il a beaucoup de gros investisseurs dans son institution financière. Et cela soulève également des interrogations quant à l'impact sur les caractéristiques qui font essentiellement la pertinence du Bitcoin et des cryptos tels que la confidentialité, l'immutabilité, la résistance à la censure, la décentralisation et tout le reste. Et la SEC a reporté sa décision concernant de nombreuses demandes de TF Bitcoin au comptant, dont celle de BlackRock, et devrait se prononcer là-dessus d'ici peu. Elle devrait se prononcer là-dessus d'ici peu. Et oui, ça c'est l'actualité que j'avais déjà présentée un peu plus haut. Du coup, ça rejoint aussi l'actualité que j'avais présentée un peu plus haut. Du coup, l'actualité qui suit est celle qui porte sur les autorités de Chypriote, parce que ceux-ci prévoient d'imposer de lourdes sanctions aux entreprises de cryptographie qui ne s'inscrivent pas auprès des organismes compétents. Et là, si je ne me trompe pas, oui, auprès des organismes compétents. Et les entités cryptographiques offensantes
paieront des amendes pouvant aller jusqu'à 350 000 dollars, tandis que les personnes derrière ces entités risquent une peine d'emprisonnement maximale de près de 5 ans. Et selon un rapport dans le courrier chypriote, la proposition d'imposer des sanctions plus sévères aux entités cryptographiques incriminées a été incluse dans un projet de modification juridique récemment soumis par le ministère des Finances du pays à la Commission parlementaire des affaires juridiques. Le projet soumis proposerait un amendement à Chypre, loi sur la prévention et la répression du blanchiment d'argent du territoire chypriotien. Et je ne sais pas si ça se dit chypriotien ou bien des chypriotes. Et selon le rapport, l'amendement proposé vise non seulement à aligner les lois du pays sur les normes fixées par le groupe d'action financière, mais également sur les recommandations du comité d'experts du Conseil de l'Europe sur le blanchiment d'argent et le financement du territoire, ce qui est de l'ordre du rapport Moneyval. Pour l'actualité suivante, et on est presque près de finir. Pour l'actualité suivante, le juge Amy Bernam Jackson a signé plusieurs ordonnances pour libérer les motions en suspens avant une audience cruciale. Parmi les ordonnances clés, le juge a autorisé un mémoire d'amicus curiae déposé par l'émetteur d'USD Coin Circle avant l'audience clé du 12 octobre. Circle a déclaré que les actifs indexés sur le dollar américain tels que l'USDC ne sont pas des titres et les acheteurs ne devaient pas s'attendre à tirer un quelconque profit de leurs acquisitions sur l'USDC. Et le juge Jackson a accepté donc que en tant qu'amicus curiae à l'appui des requêtes de Binance et de son PDG Changpeng Zhao visant à rejeter l'action en justice. La SEC a déposé donc une plainte avec 13 chefs d'accusation contre Binance portant notamment sur la vente des titres non enregistrés de tokens comme le BNB et des tokens comme le BNB et Binance USD. Dans le BUSD, Binance et Changpeng Zhao ont demandé au tribunal de rejeter l'action en justice de la SEC, estimant que celle-ci avait outrepassé ses pouvoirs parce qu'elle essaye de faire recours à des textes sur un secteur qui n'a pas encore pu avoir un encadrement conséquent pour être jugé. Du coup, les avocats de Binance et de Changpeng Zhao ont déclaré que la SEC n'avait pas établi de normes claires pour le secteur avant le procès de l'exchange et qu'elle avait imposé sa compétence à l'entreprise. Pour l'actualité suivante, qu'est-ce que nous avons pour l'actualité suivante? Ce que nous avons, c'est que le quatrième halving du Bitcoin constitue un défi majeur pour l'industrie du mining du Bitcoin prévu pour le deuxième trimestre de l'année prochaine. Cet événement entraînera certainement une baisse de 20% du hachage du Bitcoin. Et les mineurs devront donc accepter leurs opérations pour maintenir leur compétitivité sur le travail du mining. Et l'arrivée imminente d'un ETF Bitcoin au comptant sur le marché représente un autre défi pour l'industrie du Bitcoin parce que l'introduction de cet ETF est susceptible d'attirer de nouveaux investisseurs et de contribuer à la hausse du prix autour du Bitcoin parce que plus il est spéculé, plus sa valeur également. S'il est suracheté, clairement, sa valeur pourra connaître des sommets conséquents. Cependant, son arrivée suscitera aussi un intérêt accru pour l'actif. Comme je le disais, ceci pourrait perturber l'équilibre de l'offre et de la demande qui affectera sans doute l'industrie du mining des bitcoins. Et JP Morgan a évalué plusieurs acteurs clés de l'industrie du mining du Bitcoin et a pris des décisions importantes quant à leur potentiel à faire face à ces défis-là. Le premier choix de la banque de CleanSpark, le premier choix en tout cas
de la banque, le premier choix de la banque est CleanSpark. Le premier choix de la banque est CleanSpark. En revanche, Marathon Digital et Riot Platform sont classés en sous-pondération en raison de leur coût énergétique élevé et d'une liquidité relativement faible dans l'activité du mining. Seafare Mining est noté en neutralité principalement en raison de perspectives de croissance limitées malgré des coûts énergétiques bas. Et la banque a également relevé la notation d'Iris Energy de neutre et de surpondéré, de neutre à surpondéré, reflétant ainsi une perspective positive à l'égard de cette entreprise-là. Pour l'actualité suivante, ce que nous avons, c'est que selon les notes personnelles de Caroline Ellison, ancienne directrice générale de la Media Research, l'ancien PDG Sam Bankman-Fried avait des préoccupations concernant Alameda Research avant l'effondrement de FTX et il a cherché à lever des capitaux auprès du prince saoudien pour $1 milliard et a même acheté des actions Snapchat et d'autres actions pour pouvoir se protéger et fuir le secteur. En outre, je voulais dire Bankman-Fried. Je voulais dire Bankman-Fried cherchait également à obtenir davantage de fonds auprès du prêteur de crypto-monnaies BlockFi. Ellison a également révélé que Bankman-Fried avait pour priorité d'inciter les régulateurs à sévir contre l'exchange de crypto-monnaies rivale Binance pour augmenter la part de marché FTX, vous voyez. Du coup, beaucoup avaient déjà fait ces analyses-là que celui-ci n'était pas assez clair dans son jeu et visait beaucoup plus à dégrader le secteur. Ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors les amis, abonnez-vous, soutenez-moi pour que je fasse toujours de bonnes vidéos pour vous et je constitue une communauté avec vous et ciao.